Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. La bande de Gaza est un mouroir? Bon, c'est une exagération. La bande de Gaza n'est pas un mouroir. Il y a une guerre très difficile, que nous menons depuis très longtemps, malheureusement. Mais le but est de nous débarrasser des capacités militaires du Hamas, de cette organisation terroriste qui a fait le 7 octobre, et de pouvoir créer des conditions dans lesquelles nous pourrons commencer à reconstruire Gaza et à reconstruire la vie des Palestiniens, la vie des Gazaouis, d'une façon qui sera paisible. Oui, mais en attendant, 2 millions de Palestiniens sont affamés. C'est ce que dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Quand est-ce que vous allez les nourrir? J'imagine que vous savez qu'hier, on a commencé la redistribution de l'aide humanitaire. Hier, il y a eu peu de camions qui sont rentrés. Aujourd'hui, 100 camions sont rentrés. Et l'idée est de faire rentrer le plus d'aide humanitaire possible pour justement nourrir les Palestiniens. Mais je ne pense pas qu'ils sont affamés. Parce qu'il y a beaucoup de... Vous rejetez ce terme Là, je rejette complètement ce terme d'affamé. Mais ce qui se passe, c'est que dans certaines parties de la bande de Gaza, il y a énormément de nourriture. Et dans d'autres parties, il n'y a pas suffisamment de nourriture parce que ce n'est pas distribué. Pourquoi ce n'est pas distribué? Parce que le Hamas a pillé cette nourriture, a pillé cette aide humanitaire. Vous avez les preuves que c'est le Hamas qui l'a pillé? Oui. Regardez ces images, monsieur l'ambassadeur, notamment de cette jeune enfant qui n'a plus que les os et qui semble être affamée quand même. Hein. Le terme me semble juste quand on la voit. Vous savez, c'est assez terrible. Mais le Hamas a utilisé des enfants qui sont malades, qui souffrent de maladies chroniques, et a présenté leurs photos comme étant des photos d'enfants affamés. Alors, c'est de la mise en scène? Je ne sais pas, je ne connais pas cette petite fille, j'espère que non. J'espère que oui, parce que j'espère qu'effectivement il y a... Cet enfant? Mais vous me montrez des photos d'enfants qui sont peut-être malades ou qui sont en mauvaises conditions. C'est terrible. Ils sont affamés. C'est terrible. Je n'essaie pas de dire que ces enfants sont en très bonne santé. Mais ce que j'essaie de dire, non, mais vous me posez une question. Confirme ces images. Je réponds. Oui. Vous me posez une question. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a une propagande du Hamas cynique, une utilisation cynique de sa population, de la population palestinienne, et nous devons tous faire très attention à ne pas tomber dans cet engrenage. À la France, M. Barrot a des mots très durs, mais aussi à la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de pays européens qui vous disent « stop, il faut arrêter ». Il faut arrêter quoi? Il faut arrêter la guerre d'une façon inconditionnelle. Il faut donc laisser le Hamas rester sur place, garder leurs armes, et ensuite décider de la gouvernance des Palestiniens et ne pas permettre la construction d'une paix. C'est ça l'idée. C'est ça ce que veut le Hamas. Arrêter la guerre aujourd'hui et laisser le Hamas en gouvernance permettrait au Hamas de refaire ce qu'il a fait pendant les 20 dernières années. Oui, mais... Et ce que nous voulons, c'est justement créer une situation différente, sans le Hamas, pour pouvoir nous débarrasser et débarrasser des Palestiniens de ce fléau, qui est justement le terrorisme qui a fait le 7 octobre. Vous avez vu la déclaration du président de la République, je vous regarde, c'est difficile à moi de parler et de vous regarder en même temps de l'écran, dans un instant. Alors donc, c'est pour nous de nous débarrasser de ce fléau, de débarrasser les Palestiniens de ce fléau, afin de construire une situation, une réalité de paix entre nous et nos voisins palestiniens. Mais regardons la déclaration. Non, mais regardez la déclaration du président de la République, du ministre anglais. Regardez, nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement Netanyahou poursuit ses actions scandaleuses. C'est le président français, le Premier ministre anglais et le Premier ministre canadien. Oui. Action scandaleuse. C'est une déclaration qui a été applaudie par le Hamas, par la même organisation qui a fait le 7 octobre et qui a dit qu'il allait répéter le 7 octobre s'il le fallait le plus de fois possible. Ça parle pour soi-même, ça. Et puis il y a la déclaration aussi d'un représentant de l'ONU justement sur cette famine. C'est ce qu'ils disent, qui sévit à Gaza. Voilà ce qu'il dit. Ce qu'il y a dans ces camions, c'est de la nourriture pour bébés. Il y a 14 000 bébés qui vont mourir dans les 48 prochaines heures, sauf si on peut leur faire parvenir. Ce n'est pas de la nourriture que le Hamas va voler. 14 000 bébés qui vont mourir. De quelle nourriture parle-t-il? De la nourriture qu'on a fait rentrer depuis hier? C'est pas suffisant par rapport aux bébés. Non, mais je répète ce qui a été dit, parce que hier, nous avons fait rentrer 9 camions, parce qu'on venait de commencer la distribution. Aujourd'hui, 100. Et l'idée est de distribuer toute la nourriture dont les Palestiniens auront besoin. Parce que l'idée... Mais monsieur l'ambassadeur, vous dites aujourd'hui... Attendez, vous dites 5 camions aujourd'hui, demain 100, mais vous savez que jusqu'à présent, c'était 500 camions par jour qui étaient nécessaires pour alimenter une population de plus de 2 millions. Comment pouvez-vous dire que vous faites
tout ce qu'il faut pour empêcher qu'il y ait une famine et des morts d'enfants. Alors, je répète les chiffres, 5, 100 par rapport à 500 par jour. Et ça fait près de 2 mois qu'il y a un blocus de Gaza. J'y arrive, justement. Au début, immédiatement après la trêve, après la cessez-le-feu, quand nous savions quand nous avons arrêté la nourriture, nous suivions exactement la situation sur le terrain à Gaza pour être sûr qu'il n'y ait pas de famine. Quand nous avons commencé à comprendre qu'il y avait un problème qui commençait à se créer sur la bande de Gaza, nous avons créé une infrastructure qui permettrait la distribution de la distribution de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza sans que cela soit pillé par le Hamas. Et nous l'avons fait avec l'aide des Américains. Donc il y a une ONG, enfin une association. C'est pas une ONG, c'est une association commerciale américaine. Qui distribue la nourriture. Qui distribuera la nourriture. Pour l'instant, c'est nous qui le faisons directement. Monsieur l'ambassadeur, il y a 3 grands pays européens aujourd'hui. C'est pas seulement la France. Ils n'ont jamais présenté leur. Il y a 3 grands pays européens qui aujourd'hui disent c'est injustifiable. Et vous dites, on fait le maximum. Il y a quand même un décalage. Non. Les 3 grands pays, n'oublions pas, ont fait cette déclaration hier, ou le même jour où on a commencé la distribution de l'aide humanitaire. Ils ne savaient pas peut-être qu'on avait commencé la distribution de l'aide humanitaire. Non, mais à la demande. Je réponds là. Et donc, ces 3, et d'ailleurs, c'est 2 pays européens et un pays nord-américain. Et ces 3 grands pays ont fait cette déclaration avant que nous ayons commencé la distribution de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous avons commencé la distribution de l'aide humanitaire et l'idée est d'élargir cette distribution. Vous savez bien que la grande accusation qui est faite contre Israël aujourd'hui, c'est que, au-delà des risques de famine, il y a un risque d'épuration ethnique et surtout de déplacement de population forcé. Des pays comme la Suède demandent qu'il y ait des sanctions de l'Union européenne contre des personnalités israéliennes. Comment vous réagissez ? L'épuration ethnique, c'est un fantasme qatari qui ne veut rien dire. Parce que qu'est-ce que c'est une épuration ethnique ? On remplace un groupe ethnique par un autre. Israël ne veut pas repeupler la bande de Gaza. Israël ne veut pas annexer la bande de Gaza. Ce que nous voulons faire, c'est nous débarrasser du fléau qu'est le Hamas. Nous débarrasser les Gazaouis du fléau qu'est le Hamas. Est-ce que ça va passer par l'évacuation de millions de Palestiniens qui vont être emmenés en Libye ou dans d'autres pays arabes qui n'en veulent pas d'ailleurs ? C'est un plan américain, c'est pas un plan israélien, ça. C'est un plan américain, il faut poser la question aux Américains. Notre plan à nous, c'est de permettre la reconstruction de Gaza d'une façon où il y aura une réalité de paix. Sans annexion ? Il n'a jamais été question d'annexion de la bande de Gaza. Mais le Premier ministre Netanyahou a dit qu'il n'excluait pas une annexion partielle de Gaza. Non, ce dont il a parlé, c'est reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle, justement, pour pouvoir faire nettoyer disons, ce qui reste de la destruction et pouvoir permettre la reconstruction de la bande de Gaza pour les Gazaouis. Donc sans qu'ils puissent nous menacer. Vous dites qu'il n'y a rien à voir, mais il y a des personnalités françaises, comme par exemple Dominique de Villepin, qui appellent à isoler Israël, qui appellent à un boycott d'Israël, qui demandent qu'on interrompe les ventes d'armes à Israël. Qu'est-ce que vous répondez à Dominique de Villepin ? Je ne réponds rien à M. de Villepin. Il appelle à un isolement d'Israël. Je ne réponds rien à M. de Villepin, je répondrai au gouvernement français. Il y a 20 pays aujourd'hui qui demandent à Israël de changer de politique à Gaza et d'arrêter cette guerre qui empêche toute négociation. Mais cette guerre, nous voulons l'arrêter de nous-mêmes. Et il faut comprendre, c'est nos enfants qui meurent à Gaza. C'est nos enfants qui meurent à Gaza. Tous les jours, il y a des Israéliens qui meurent à Gaza. C'est nous qui voulons la terminer, cette guerre. Mais pour terminer, c'est pas en demandant gentiment au Hamas, voulez-vous, s'il vous plaît, baisser vos armes et sortir pour permettre la construction d'une paix. Malheureusement, ça se fait par la guerre, parce que c'est une organisation cynique qui a pris le contrôle de la bande de Gaza, qui utilise sa population de la façon la plus cynique, et ils le disent d'une façon très claire. Alors, l'opération militaire, toutes les personnalités juives françaises qui condamnent Israël, qu'est-ce que vous leur dites ? L'opération militaire Qu'est-ce que vous répondez à toutes les personnalités juives françaises qui ne peuvent pas accepter ce qui se passe ? Je termine ma réponse. L'opération militaire a pour fin de faire pression sur le Hamas pour qu'ils acceptent les offres de trêve, de cessez-le-feu qui leur ont été faits. Merci, Excellence. Merci Monsieur l'ambassadeur d'Israël, d'avoir été avec nous. Joshua Zarka. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Juste un mot sur ce rapport sur les frères musulmans qui met en garde contre le développement d'un islamisme à bas bruit. Jean-Luc Mélenchon dénonce l'islamophobie qui franchit un seuil et fustige ce qu'il appelle des thèses délirantes de Retailleau et de Marine Le Pen. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que y a pas de risque pour la République, on fait des erreurs, on fait des amalgames. Le rapport dit qu'il n'y a aucun risque de l'installation d'un État islamique, ni de la charia, ni
terroristes. Donc il s'intéresse à une vision... Donc il n'y a pas d'entrisme islamisme. Il y a les frères musulmans, lisez le rapport. 139 lieux de culte, 7% des 2800 lieux de culte, 7% des 2800 lieux de culte, un mouvement plutôt descendant, c'est ce que dit le rapport. Et en plus, pour le repérer, on nous propose de dire, c'est les musulmans qui font le jeûne pendant le ramadan ou qui portent le voile. Vous conviendrez que ça ressemble un peu au signe distinctif de la religion. Donc c'est pour ça que... Donc vous le balayez d'un rapport d'un revers de la main. Je dis attention, 72% d'actes islamophobes en plus au premier trimestre 2025 par rapport à 2024, la mort d'Aboubacar Cissé. Donc attention à montée de l'antisémitisme aussi, des actes antisémites. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je pense même que c'est l'islamophobie et l'antisémitisme sont les deux syndromes gémeaux de ceux qui veulent nous donner la clé de guerre de religion des conflits actuels, ce qui n'est pas mon cas. On va parler évidemment de ce rapport qui fait beaucoup parler ces dernières heures. Un rapport sur les frères musulmans, l'influence des frères musulmans en France, avec des chiffres à l'appui, avec des faits très concrets. C'est mis sur papier. C'est désormais un document officiel qui sera publié aux yeux de tous à la fin de la semaine. C'est ce qu'annonce l'Élysée. Et je vais lire votre tweet, une partie de votre tweet, David Guiraud. Vous avez réagi à ce rapport. Le débat public agité par des responsables politiques cyniques, relayé par des médias irresponsables, continue d'enfoncer la France dans l'islamophobie. Quand on le lit, le rapport ne parle pas d'un danger, par exemple, de passage à l'acte physique, d'acte terroriste. On parle de 400 personnes en France. Allez, 1000 au maximum. C'est ce que dit le rapport, hein, c'est pas moi. C'est à la page 40. C'est le noyau, c'est le noyau qui serait effectivement les personnes entre guillemets envoyées directement par les frères musulmans, qui ensuite étendent évidemment leur réseau. Ah bah non, parce que moi je lis le rapport, hein, c'est même marqué en gras à un moment. Un fidèle fréquentant une mosquée de la mouvance n'est pas, loin s'en faut, membre de la mouvance. Mais personne n'est membre, personne n'a cette carte aux frères musulmans, David Guiraud, vous le savez, c'est pas du tout un non, parti. Mais attendez, il faut être sérieux sur ce dont on parle. À aucun moment on ne définit les frères musulmans. On parle d'un réseau, mais par ailleurs d'un réseau qui est extrêmement divisé, qui globalement respecte les lois de la République, même si on dit en fait qu'ils ont un double discours, etc. Mais d'un réseau dont le budget est divisé par 2 en 5 ans, avec seulement 5 établissements scolaires sous contrat avec l'État. On parle de 400 personnes et dont les membres supposés, hein, parce que tout ça fonctionne par supposition. Évidemment, il n'y a jamais d'affirmation extrêmement forte, si ce n'est quelques figures qui sont relevées, mais dont on a du mal à dire si elles sont en coordination entre elles ou pas, si elles sont d'accord entre elles ou pas. Je vais vous faire une annonce, elles ne le sont pas. D'ailleurs, c'est un peu parfois dans le rapport, donc on parle des Bordelais, puis de Lyon, puis de Marseille, puis du Nord, et des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux. Donc oui, effectivement, moi je vous le dis, on participe aujourd'hui à la création d'une figure, mais ça fait plusieurs années qu'on est là-dessus. Comme quoi, en fait, par essence, le musulman est en train de comploter, en train de faire la taquilla, hein, la dissimulation, en train de comploter contre les lois de la République. C'est pas la réalité. Ce qui est islamophobe, bon, le rapport en soi, c'est un rapport. Mais ce qui est islamophobe, c'est derrière les discours publics et les politiques publiques. Parce que moi, par exemple, quand je vois qu'on ferme un lycée, pas très loin de chez moi à Roubaix, hein, c'est le lycée Averroès à Lille, à cause d'une bibliographie, voire même d'un ou 2 livres dans la bibliographie, mais que le lycée Bétaram, notamment un livre qui est signé par l'imam Iqiyoussen, qui a été il faut le dire quand même, M. Guiraud. Mais d'accord, mais il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire moi, entre un livre dans une bibliothèque, une bibliographie, avec un livre, que vous pouvez d'ailleurs juger contestable, etc., mais il faudra encore me dire sur quoi. Mais à la limite, pourquoi pas, discutons-en. Mais on rompt un contrat d'association sur la base d'une bibliographie, mais par contre l'établissement Bétaram, où il y a 150 plaintes pour viol et violences sexuelles sur des gamins, l'établissement est encore ouvert. Ben oui, je suis désolé, mais en fait, il y a une différence de traitement entre les musulmans et les autres. Comment on peut nier ça quand on voit cette... Et ça, c'est une politique, effectivement, islamophobe. Mais Monsieur Guiraud, ce qui est très étonnant dans votre propos, c'est que vous parlez effectivement de complot musulman. Vous l'avez dit à l'instant, vous le dites également dans votre tweet. Pourtant, à aucun moment, ce sont les musulmans qui sont mis en cause. On parle des frères musulmans, on parle d'une idéologie rigoriste qui est en train d'infiltrer, qui est en train justement d'essayer de convaincre les jeunes musulmans de les rejoindre. Mais il n'est pas question de musulmans en tant que tels. Le problème n'est pas l'islam, le problème c'est ceux qui diffusent un islam rigoriste. Mais vous avez probablement lu le rapport à l'envers. Parce qu'en fait, ce que dit le rapport, c'est que l'influence est très limitée, voire même qu'elle recule, que les financements reculent, que dans les pays d'origine, d'où viennent historiquement les frères musulmans, pareil, c'est globalement une éradication, mais ils sont très en difficulté.
Donc où est la progression? Parce que vous voyez, on parle des musulmans. Et derrière les frères musulmans, en fait, vous avez énormément d'acteurs politiques, médiatiques, etc., qui comprennent tous les musulmans. Il vous suffit d'écouter d'ailleurs une récente interview d'un préfet, je ne sais plus d'où il est. Globalement, c'est tous les musulmans, en fait, les frères musulmans. Et c'est cette manière de présenter les musulmans comme étant une force rampante, contagieuse, où en fait on les compare à une maladie, qui fait que derrière on a des discours et des actes islamophobes, des actes d'État, des discours d'État, et aussi des actes islamophobes dans la population. Enfin, je veux dire, il y a quand même un fidèle, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Abou Bakar, qui s'est fait poignarder dans sa mosquée par quelqu'un. Donc si on est incapable de prendre nos responsabilités par rapport à ça, et de se dire que dans le traitement médiatique et dans le traitement politique de ce genre de rapport, il y a un petit problème, parce que typiquement, à aucun moment dans le rapport, il est parlé, par exemple, il est question d'une menace physique, mais qu'on le fait dans un conseil de défense, qui est censé être quelque chose qui est relatif, pardonnez-moi, à la politique de sécurité et de défense nationale, mais imaginez les discussions dans un des lieux les plus importants pour notre défense nationale. On est là en train de dire, le président et le service de renseignement, de dire, bah oui, Hassan Hussein, il défend les droits des femmes en 2014, mais il y a un moment où à la mosquée de Rony-sous-Bois, il dit que l'homme ne doit pas laisser sa femme seule sortir du foyer. Mais vous voyez, c'est quoi la priorité du pays ? Alors il y a quand même autre chose, David Guiraud, dans ce rapport qui là pour le coup est très parlant. On parle de promotion du voile chez les jeunes filles, parfois dès 5-6 ans. Non mais c'est pas très drôle parce que non mais monsieur Guiraud, c'est pas très drôle, vous savez, parce que non, c'est pas drôle du tout. Alors je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre. Alors on en parle. Vous savez à quelle page on en parle? Moi je l'ai sous les yeux. J'étais tellement sûr que vous alliez m'en parler que j'ai le rapport sous les yeux. On en parle à la page 50. On en parle uniquement à la page 50. Alors, il y a un petit encadré qui fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes. D'accord? Donc, c'est suffisamment court pour que je vous le lise. Le phénomène de voilement des mineurs de parfois 5-6 ans n'est pas endémique, mais apparaît désormais bien présent sur le territoire national. Il apparaît soutenu par un puissant ressort wahhabo-salafiste. Alors, les wahhabo-salafistes, déjà, c'est pas les frères musulmans, d'accord? C'est pas la même chose. Mais on va parler des frères musulmans. La mouvance frériste, sans en faire un marqueur doctrinal. D'accord? Donc c'est quelque chose que les frères musulmans ne défendent pas, ne s'opposent pas aux partisans de ce voilement. C'est-à-dire qu'en fait, on juge par la négative. Les frères musulmans ne défendent pas le voilement des fillettes, mais on va en parler. Et ensuite, ainsi, la position n'est pas uniforme dans les écoles de la mouvance. Pardon, il y a 5 lignes sur un rapport de 70 pages sur le voilement des fillettes. J'étais sûr que vous alliez m'en parler. Je suis désolé, mais là, vous n'êtes pas à la page. Ou alors, vous n'avez pas lu. Voilà, moi, des fois, je me demande si les journalistes, ils ont bien le temps de lire, parce que je sais que l'actualité bouge partout. Mais enfin, il y a 5 petites lignes dans un petit encadré tout timide. Et ça, dans le rapport, il y en a plein des moments comme ça, où on aborde avec une grande légèreté les choses. En plus, sur ces 5 lignes, on dit que c'est pas les frères musulmans qui défendent ça. Donc, il faut être sérieux, en fait. Quand on fait ce travail-là. Je ne sais pas si vous avez l'occasion souvent de discuter avec des fidèles musulmans qui sont parfois effectivement un peu plus âgés, qui ont vu parfois dans leur pays d'origine les frères musulmans s'infiltrer et diffuser cet islam rigoriste. Ils n'ont pas besoin de ce rapport pour se rendre compte que voiler les jeunes filles, c'est un projet dans plusieurs quartiers, que c'est quelque chose qui se diffuse. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Et c'est vrai que finalement pour vous, c'est un point de détail. C'est quelque chose qui serait un petit peu, qu'il faudrait prendre par-dessus l'épaule. Attendez, j'emploie ce genre de formulation. Vous dites que c'est ce que vous voulez, mais non, mais vous dites que c'est un phénomène marginal. Alors c'est décrit comme un phénomène marginal à 5-6 ans, évidemment. C'est quand même pas généralisé à 5-6 ans. Mais notre discussion, elle prend un tour très intéressant, parce qu'on était sur la base d'un rapport. Vous m'interrogez sur le voilement des fillettes dans le rapport. Je vous réponds texto que le rapport lui-même dit que c'est extrêmement marginal et qu'en plus, c'est pas les frères musulmans. D'accord? Et là, vous allez sur une discussion où vous me posez une question sur les discussions que vous avez. Alors moi, je ne sais pas avec qui vous parlez, mais sur la base, en fait. Là, on n'est plus sur un rapport, on n'est plus sur de la recherche scientifique, on n'est plus sur de l'investigation de terrain, on est sur des discussions que vous aurez eues avec des anciens des quartiers. Je ne suis pas sûr, pour ma part, que le groupe Bolloré ait énormément de discussions avec les musulmans. Monsieur, je vous remercie. J'ai pas besoin de mon actionnaire pour avoir des contacts et pour parler. Permettez-moi de soulever un petit doute quand même. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, on a une discussion sur la base de vos impressions ou des discussions informelles que vous avez pu avoir avec des gens qui sont pas inintéressantes mais qui sont pas sérieuses pour un journaliste. Ce que je suis en train de vous dire.
c'est là où moi je vous critique, c'est que vous êtes journaliste, quoi. Donc soit vous avez le rapport, soit vous me parlez de faits établis. Monsieur, mais pas de discussion avec un vieux du quartier que vous avez croisé, je sais pas où. Monsieur, on parle du rapport depuis 10 minutes. On parle du rapport depuis 10 minutes. Il est là, il a été présenté. Monsieur, je pose encore les questions que je choisis. Je m'énerve absolument pas. On est dans une discussion. On est dans une discussion qui est assez vive parce que vous aussi vous êtes assez vif, mais il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça qu'on vous invite. Simplement, on parle du rapport depuis 10 minutes. Là, je dévie parce que c'est aussi la voix de beaucoup de musulmans qui se sentent aussi oubliés parce que justement, évidemment que ces problèmes qui sont pointés au cours d'un conseil de défense, bien sûr qu'on va en parler dans les médias parce que c'est un problème de cohésion nationale. Et il y a d'autres musulmans plus modérés qui eux aussi sont contents qu'on s'attaque à ce problème et qui ne voudraient pas finalement qu'on les prenne par-dessus l'épaule. Pardonnez-moi. Mais de qui portez-vous la parole ? C'est qui ces beaucoup de musulmans ? Est-ce que vous êtes en capacité de me les quantifier un petit peu ? Donc vous êtes musulmans modérés dont vous parlez. Vous êtes le porte-parole désigné, monsieur Guiraud. Ah non, moi je m'appuie sur un rapport, je réagis à un rapport. Je vous dis juste, vous me dites beaucoup de musulmans, ou les musulmans modérés. Comment vous définissez, vous, un musulman modéré ? Moi je suis sûr qu'on n'aura pas, par exemple, la même définition d'un musulman modéré. Donc cette discussion est une discussion de comptoir, c'est-à-dire qu'on pourra en parler au café, mais c'est pas une discussion à la hauteur d'un mandat de responsable public ou d'une profession de journaliste. Et moi, je vous le dis, on passe beaucoup de temps justement là-dessus, sur des discussions de comptoir que moi, je vous le dis, je l'assume. Je refuse de les avoir parce que le kilo moyen, le prix du kilo moyen de viande hachée, il est à 11,50 € là. Donc, vous voyez, donc si vous voulez me donner vos impressions, on prend un café, on en discute, on s'engueule s'il faut. Mais là, on parle d'impression. Moi, à part si vous me quantifiez. À part si vous avez des éléments, parce que c'est votre travail d'avoir des éléments, vous me les donnez. Mais si vous avez des formules aussi vagues que beaucoup de musulmans souhaitent que, je suis pas sûr que vous soyez leur porte-parole. Mais c'est étonnant quand même, parce que je suis en train de vous dire que beaucoup de musulmans souhaitent s'attaquer aux franges rigoristes. Moi, je ne prévois pas de la parole d'un musulman. Non mais monsieur Guiraud, non, bien sûr. Mais je vous dis que beaucoup de musulmans souhaitent s'attaquer aux franges les plus rigoristes parce que ça les dérange, et vous semblez prendre le parti des franges rigoristes. Donc c'est assez déroutant. Absolument pas. C'est déroutant. Moi, je ne semble rien du tout. J'ai compris que ce soir, pour vous, tout était question d'impression ou de ressemblance. Absolument pas. Encore une fois, on a parlé d'un rapport qui a été présenté en Conseil de défense aujourd'hui. Moi, je me base sur des faits. D'accord ? Je vis dans une ville à Roubaix où les musulmans que je vois, que je rencontre, sont fatigués d'avoir des discussions qui tournent H24 autour de la construction de la figure du musulman en France comme étant la figure du problème, comme étant la figure de la maladie. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, moi, les problèmes que j'ai. Mais si vous avez des éléments contradictoires, si vous avez un débat, par exemple, avec un musulman à me faire avoir, mais aucun problème, on parlera. Mais je vous dis, à mon avis, à mon humble échelle, voilà, c'est pas du tout ce que j'entends. Et que quand il y a des discussions entre les musulmans, ce sont des discussions entre les musulmans. D'accord ? On n'est pas obligé de légiférer pour savoir quelle est, nous, notre appréciation de c'est quoi le musulman modéré, c'est lequel qui a raison. Parce que sinon, on rompt avec le principe de laïcité. Mais ça, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Si vous voulez rompre le principe de laïcité et dire l'État définit maintenant, au sein d'une religion, qu'elle soit catholique, juive, musulmane, qui c'est le modéré, qui c'est qui a le droit de parler et qui parle pour les autres, vous pouvez, mais c'est plus la France laïque. Le principe de laïcité est largement rompu par des réseaux des frères musulmans qui, par exemple, ont encouragé le port de l'abaya qui est maintenant interdit justement au nom du principe de laïcité, qui encourage le port du voile dans les compétitions sportives, qui est banni par le code olympique. Et ça, c'est le travail des frères musulmans. C'est là que le principe de laïcité est rompu. Mais ce que vous dites n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a des nouvelles, et c'est pour ça que je parle d'islamophobie d'État. C'est-à-dire que fut un temps où ces dispositions n'existaient pas et ça se passait pas trop mal. L'abaya, c'est une robe longue. La question, par exemple, à l'école, c'est celle du prosélytisme ou pas, à la limite. Mais une robe longue, vous légiférez sur des robes longues avec l'arbitraire extrêmement fort de quelqu'un qui va devoir décider de, selon la robe de la personne, est-ce qu'elle est musulmane ou pas, et donc participer aussi à cette construction de la figure musulmane qui s'oppose. Et après, vous allez vous plaindre quand on interdit l'abaya à l'école, mais en fait qu'on interdit parfois à des jeunes femmes ou des jeunes élèves plutôt, parce qu'elles sont rarement majeures, à des jeunes élèves de porter des robes longues et de se sentir refoulés d'un établissement. Vous allez vous plaindre qu'ils vont dans des établissements privés. Et une fois qu'ils vont dans des établissements scolaires privés, on cartonne les contrats d'association entre l'État et l'établissement scolaire privé. Il y a un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Merci beaucoup, David Guiraud.
On vous a entendu. Un petit mot juste pour un dernier mot. Très rapidement. Oui, c'est juste à propos. J'ai 3 policiers de ma circonscription, en tout cas de Roubaix, qui sont décédés récemment. Voilà, je voulais avoir un petit mot pour eux. Vous savez, c'était en mai 2023. Oui, Paul Manon et Steve, voilà. Effectivement, on a parlé dans le journal. Pour eux, parce que j'ai été pris à l'Assemblée, mais voilà. C'est entendu. Merci David Guiraud. Merci beaucoup, député de la France Insoumise du Nord.